Imaginez un monde où chaque instant de votre journée est consacré à la poursuite du plaisir. Pensez à la promesse d'une gratification constante, d'un flux sans fin de divertissement, de distractions et d'indulgences conçus pour satisfaire chacune de vos envies. Maintenant, demandez-vous, quel prix paieriez-vous pour cela? La poursuite implacable pour le bonheur pourrait-elle conduire à la libération, mais à l'esclavage? Aujourd'hui, nous couvrirons comment la poursuite du plaisir, comme prévu par Aldous Huxley, peut devenir une forme d'esclavage moderne. Nous explorerons la sagesse intemporelle et la psychologie contemporaine pour révéler comment notre désir de réconfort, de facilité et de gratification pourrait nous priver tranquillement de notre liberté et de notre humanité. À la fin de cette vidéo, nous partagerons la perspective la plus profonde, une perspective qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie pour toujours. Lançons dans ce voyage, dans la compréhension des dangers cachés du plaisir et de la façon dont nous pouvons récupérer notre liberté dans un monde déterminé à nous garder enchaînés à des désirs éphémères. Aldous Huxley, dans son ouvrage séminal Brave New World, dépeint une image effrayante d'une dystopie où l'humanité a rendu son autonomie pour l'illusion du bonheur. Les citoyens sont pacifiés avec Soma, un médicament qui garantit qu'ils sont toujours satisfaits, peu importe à quel point leur vie est devenue vide de sens. Le monde de Huxley n'était pas construit sur des chaînes ou des prisons, mais sur un plaisir si enivrant que personne ne se souciait de résister. C'est-à-dire que c'est la forme de contrôle la plus insidieuse. Réfléchissez maintenant à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Du ping constant des notifications au parchemin sans fin des médias sociaux, nous ne nous proposons-nous pas aussi notre propre version? Des psychologues comme Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour son travail sur le concept de flux, nous avertissent que si la technologie peut créer des moments d'engagement, il nous piège également dans des cycles de comportement addictifs. Les algorithmes nous nourrissent des plaisirs sur mesure, des vidéos, des publicités et du contenu qui nous maintiennent accrochés, mais nous laissent finalement vides. Prenez un moment pour réfléchir à quelle fréquence vous tournez-vous vers votre téléphone pour un coup de joie rapide, seulement pour trouver des heures qui se passent, vous laissant plus drainer que réaliser. La poursuite du plaisir a un côté sombre que la psychologie moderne appelle le tapis roulant hédonique. Ce concept révèle que peu importe la quantité de bonheur que nous réalisons, nous nous y adaptons rapidement, revenant à un niveau de contentement de base. Qu'il s'agisse d'une nouvelle voiture, d'un délicieux repas, ou même d'une expérience passionnante, la joie s'estompe et la soif de la prochaine correction commence. En termes de Huxley, nous devenons des prisonniers à nos propres désirs, poursuivant constamment une satisfaction qui reste juste hors de portée. Ce n'est pas simplement un problème théorique. La recherche montre une corrélation troublante entre la montée des commodités modernes et la baisse de la santé mentale. Une étude en 2020 publiée dans le Journal of Affective Disorders a révélé qu'un temps d'écran excessif, en particulier sur les plateformes de médias sociaux, est lié à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la façon dont ce cycle se nourrit. Plus nous nous sentons déconnectés et malheureux, plus nous cherchons du réconfort dans les appareils mêmes qui perpétuent notre misère. Quel est le véritable coût de cette poursuite sans fin du plaisir? Le philosophe Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et l'auteur de Man's Search for Signification, a fait valoir qu'un véritable épanouissement ne vient pas de chasser le bonheur, mais d'un but. Il pensait que lorsque les individus manquaient de sens dans leur vie, ils sont plus susceptibles de rechercher des distractions, ce qui approfondit leur vide existentiel. Demandez-vous, vivez-vous une vie de but, ou avez-vous inconsciemment permis à la poursuite du plaisir de prendre le relais? Ne vient pas de la poursuite du bonheur, mais du but de trouver un but. Il pensait que lorsque les individus manquaient de sens dans leur vie, ils sont plus susceptibles de rechercher des distractions, ce qui approfondit leur vide existentiel. Demandez-vous, vivez-vous une vie de but, ou avez-vous permis sans le savoir la poursuite du plaisir de dicter vos choix? Cette question n'est pas simplement philosophique, c'est profondément pratique. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions. Devrions-nous bouger une autre série, ou passer du temps avec des proches? Devrions-nous faire défiler sans but, ou investir dans notre croissance personnelle? Ces petits moments, apparemment sans conséquence, s'accumulent dans le cadre de nos vies. Aldous Huxley a fait remarquer un jour que la plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie de prendre des choses pour acquises. Dans la poursuite d'un plaisir constant, nous risquons de prendre pour acquis les joies plus profondes de l'existence: relation, créativité, découverte de soi et contribution à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela nous amène à une perspicacité puissante. Le plaisir, lorsqu'il est poursuivi et imprudent, ne mène pas à la liberté. Au lieu de cela, il crée des chaînes invisibles, mais non moins réelles.
Ces chaînes nous lient aux habitudes, aux envies et aux distractions qui sapent notre énergie, notre temps et notre potentiel. Alors que nous continuons, nous explorerons les systèmes cachés qui prospèrent sur notre dépendance au plaisir et comment nous pouvons nous libérer d'eux. Mais pour l'instant, réfléchissez-vous à cela, vivez-vous en tant qu'individu libre ou êtes-vous simplement un consommateur dans un monde qui profite de vos désirs? Laissez cette pensée vous guider alors que nous approfondissons ce voyage de compréhension et d'autolibération. Ce qui nous attend défiera la façon dont vous voyez non seulement le monde, mais aussi vous-même. Imaginez un marché où la monnaie est votre attention. Dans ce monde, la marchandise la plus précieuse n'est pas l'or, l'huile ou même la technologie, c'est toi. Chaque instant que vous passez à faire défiler, cliquer ou consommer, vous n'êtes pas seulement engagé avec le contenu. Vous êtes acheté et vendu. Bienvenue dans l'économie de l'attention, un système qui prospère sur votre dépendance au plaisir et vous maintient enfermé dans un cycle de consommation sans fin. Pour comprendre à quel point ce système nous contrôle, nous devons voir comment il exploite notre biologie. Neuroscientifique Dr. Robert Sapolsky, un expert en recherche de stress et de dopamine, a révélé que nos cerveaux sont câblés pour demander des récompenses. Chaque fois que nous vivons quelque chose d'agréable, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui renforce les comportements. Que ce soit la satisfaction des goûts sur un post, l'excitation d'un nouvel achat ou la ruée de gagner un jeu. Ce coup de dopamine crée une boucle de rétroaction qui nous fait revenir pour plus. Voici la capture: l'anticipation du plaisir libère souvent plus de dopamine que le plaisir lui-même. C'est pourquoi nous attendons avec impatience une réponse textuelle où nous rafraîchissons obsessionnellement nos flux. Ce n'est pas le résultat, mais la possibilité d'une récompense qui nous maintient accrochés. De cette façon, l'économie de l'attention nous transforme en chercheurs perpétuels, toujours désir mais jamais vraiment satisfait. Réfléchissez à la façon dont cela se manifeste dans votre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vérifier votre téléphone sans même s'en rendre compte, ni avoir envie de quelque chose, une collation, une vidéo, un moment de validation, seulement pour vous sentir creux une fois que vous l'avez eu? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des expériences soigneusement conçues. Comme l'explique Tristan Harris, un ancien éthicien de conception Google, les plateformes sont conçues pour exploiter nos vulnérabilités. Il crée ce qu'il appelle des récompenses variables intermittentes, un mécanisme emprunté à des machines à sous pour nous garder dépendants. Maintenant, connectons cela à la vision d'Aldous Huxley. Dans Brave New World, la poursuite du plaisir n'était pas seulement un échec personnel. C'était un outil sociétal pour le contrôle. Les gens étaient tellement consommés par leurs désirs qu'ils ne remarquaient pas ou ne se soucient pas de la perte de leur autonomie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une menace similaire. Bien que nous ne prenions pas de médicaments, nous sommes inondés de distractions numériques qui servent le même objectif: nous pacifier et nous garder conformes. Mais pourquoi cela compte-t-il autant? Parce que la poursuite du plaisir, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, ne nous vole pas seulement du temps, il vole notre potentiel. Lorsque nous priorisons la gratification éphémère sur des activités significatives, nous sacrifions l'opportunité de grandir, d'apprendre et de contribuer. L'auteur Cal Newport, dans son livre Deep Work, souligne comment l'engagement superficiel avec la technologie érode notre capacité à se concentrer et à réaliser la maîtrise. Il soutient que les plus grandes récompenses de la vie ne proviennent pas de plaisirs faciles, mais d'efforts soutenus et de concentration profonde. Considérez ceci: quelle part de votre temps est consacrée à des activités qui enrichissent vraiment votre vie? À quelle fréquence priorisez-vous la satisfaction immédiate par rapport à l'épanouissement à long terme? Ces questions ne sont pas censées faire honte, mais se réveiller. Reconnaître nos modèles est la première étape vers la récupération de notre liberté. Pourtant, se libérer est plus facile à dire qu'à faire. Le système dans lequel nous vivons n'encourage pas seulement la recherche de plaisir. Il le normalise. Des publicités promettant le bonheur instantané aux messages culturels assimilant le succès à la richesse matérielle. On nous dit constamment que plus c'est mieux. Le philosophe Eric Fromm, dans son livre D'avoir ou d'être, a mis en garde contre ce piège. Il a fait valoir que l'obsession de la société moderne pour la possession pourrait être conduite à une existence superficielle, où la vraie joie est remplacée par la satisfaction creuse de la propriété. Quelle est alors l'alternative? Il commence par un changement dans la mentalité de la recherche de plaisir à la recherche de but. Cela ne signifie pas d'abandonner la joie ou l'indulgence, mais repenser leur rôle dans nos vies. Comme l'a montré le psychologue Martin Seligman, le père de la psychologie positive, les vies les plus épanouissantes sont celles centrées sur le sens, l'engagement et les relations. Le plaisir fait partie de cette équation, mais ce n'est pas le tout.
prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous apporte la vraie joie? Pas le genre éphémère qui s'estompe avec le temps, mais la satisfaction durable qui vient de la création, de la connexion et de la contribution. Pouvez-vous identifier un domaine de votre vie où vous priorisez la gratification à court terme par rapport à la croissance à long terme? Alors que nous approfondissons, nous explorerons des moyens pratiques de nous libérer des chaînes de l'économie de l'attention et de redécouvrir le pouvoir de la vie intentionnelle. Mais pour l'instant, conserver cette vérité, la poursuite du plaisir, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, devient une poursuite de l'esclavage. Pour être vraiment libre, nous devons apprendre à discerner entre ce qui nous ravit et ce qui nous détruit. Les réponses à ces questions ne résident pas dans la distraction suivante, mais dans les moments calmes de l'auto-réflexion. Continuons ce voyage ensemble, découvrant comment nous pouvons récupérer notre temps, notre concentration et finalement nos vies. Ce qui vient ensuite défiera tout ce que vous pensez savoir sur le bonheur et la liberté. Passons maintenant plus loin dans les conséquences psychologiques et philosophiques d'une vie motivée par la poursuite du plaisir. Si nous avons appris quelque chose de penseurs comme Aldous Huxley et des psychologues modernes, c'est ceci: l'hédonisme incontrôlé ne se contente pas d'asservir les individus. Il remodèle des sociétés entières. Considérez le concept de tyrannie douce, un terme souvent utilisé pour décrire le contrôle qui semble réconfortant plutôt qu'oppressif. Alexis de Tocqueville, dans son analyse des sociétés démocratiques, a averti que les gens pourraient un jour céder volontiers leur liberté pour le confort et la sécurité. Il s'agit précisément du monde que Huxley a envisagé dans Brave New World, une société à bercer en conformité non pas par la peur ou la force, mais par le plaisir et la distraction. Maintenant, regardez notre monde. Chaque jour, nous sommes bombardés par des promesses de facilité, des appareils intelligents qui pensent pour nous, des applications qui offrent une gratification instantanée et une culture qui glorifie la commodité avant tout. Bien que ces progrès rendent la vie plus confortable, elles nous rendent également plus dépendantes. Moins nous mettons d'efforts dans la vie, plus nous nous rendons de pouvoir à ceux qui contrôlent ces systèmes. Mais voici le danger caché: cette dépendance ne ressemble pas à l'esclavage. C'est comme un progrès. Ça fait du bien, et c'est ce qui le rend si dangereux. Comme l'a écrit Huxley, un État totalitaire vraiment efficace serait un État dans lequel l'administration tout-puissante des patrons politiques et leur armée de gestionnaires contrôlent une population d'esclaves qui n'ont pas à être contraints parce qu'ils aiment leur servitude. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre vie. Combien de décisions prenez-vous librement et combien sont influencées, sinon dictées, par des algorithmes, des tendances ou des attentes sociétales? À quand remonte la dernière fois que vous avez choisi l'inconfort pour des raisons de croissance, au lieu d'opter pour le chemin de la moindre résistance? Ce n'est pas seulement un problème personnel. Les conséquences d'une culture obsédée par le plaisir s'arrêtent vers l'extérieur, affectant les relations, les communautés et même la planète. Le philosophe Søren Kierkegaard a décrit ce phénomène comme le désespoir de la vie esthétique, où les individus recherchent la beauté et le plaisir au détriment du sens et de la responsabilité. Il croyait que le véritable épanouissement ne pouvait être trouvé qu'en embrassant la vie éthique, une vie de but, un engagement et des idéaux plus élevés. Rendons cela pratique. Imaginez deux chemins, l'un est pavé, lisse et facile à marcher. Cela mène à une vie de gratification instantanée, mais peu de substance. L'autre est difficile, raide et stimulant. Il nécessite des efforts et des sacrifices, mais offre les récompenses de croissance, de connexion et d'héritage. Quel chemin marchez-vous en ce moment? La psychologie moderne soutient les idées de Kierkegaard. Des études montrent que les personnes qui priorisent les objectifs intrinsèques, tels que la croissance personnelle, les relations et la contribution, rapportent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction de la vie que ceux qui poursuivent des récompenses extrinsèques comme la richesse, la renommée ou le statut. Pourtant, notre culture nous pousse constamment vers ce dernier. Pourquoi? Parce qu'une société construite sur le consumérisme dépend de l'insatisfaction. Si vous étiez vraiment content, vous n'auriez pas besoin du dernier gadget, de la tendance ou du produit. C'est pourquoi les annonceurs ne vendent pas seulement des produits. Ils vendent des modes de vie. Ils vous font croire que le bonheur n'est toujours qu'un achat. Mais voici la vérité: aucune quantité de plaisir externe ne peut combler un vide interne. C'est pourquoi tant de gens, malgré tout ce qu'ils pensaient vouloir, se sentent toujours satisfaits. Le psychologue Carl Jung a déclaré que les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. La poursuite implacable du plaisir est souvent un moyen d'éviter le travail plus difficile, mais plus gratifiant de la découverte de soi. Alors, comment échapper à ce piège? Cela commence par la conscience. Nous devons apprendre à reconnaître les systèmes
et les comportements qui nous maintiennent asservis au plaisir. Mais la conscience seule ne suffit pas. La poursuite du plaisir est souvent un moyen d'éviter le travail plus difficile, mais plus gratifiant de la découverte de soi. Alors, comment échapper à ce piège? Cela commence par la conscience. Nous devons apprendre à reconnaître les systèmes et les comportements qui nous maintiennent asservis au plaisir, mais la conscience seule ne suffit pas. Nous devons également prendre des mesures, des pas délibérés, parfois inconfortables, pour récupérer nos vies. Commencez petit, désactivez les notifications, fixez les limites avec la technologie et choisissez des activités significatives par rapport aux distractions insensées. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais sont révolutionnaires dans un monde conçu pour vous distraire. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous priorisez le sens sur le plaisir? Quelles habitudes ou mentalités devriez-vous changer pour parcourir le chemin de la croissance plutôt que la gratification? Alors que nous entrons dans la dernière partie de ce voyage, nous explorerons la perspicacité la plus profonde, la clé ultime pour se libérer des chaînes de plaisir. Cette révélation a le pouvoir de transformer non seulement la façon dont vous vivez, mais qui vous êtes. Restez avec nous, car la leçon la plus importante est toujours à venir. Faisons maintenant confronter le cœur de la question: comment récupérer notre liberté dans un monde qui prospère sur notre dépendance au plaisir? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité profonde. La vraie liberté ne vient pas de faire ce que nous voulons, mais d'avoir la discipline de choisir ce qui compte vraiment. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit un jour: celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque tout comment. Cette perspicacité est une pierre angulaire de la libération. Lorsque nous ancrons nos vies à un but profond, l'attrait fugace du plaisir perd sa prise sur nous. Le but agit comme une boussole, nous guidant à travers les distractions et les tentations vers une vie de signification. Considérez la vie de ceux qui ont eu un impact durable, des partisans comme le Mahatma Gandhi, Mère Teresa ou Martin Luther King Jr. Leur grandeur est née de la recherche de réconfort, mais de la lutte à la poursuite de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils nous rappellent que les joies les plus profondes proviennent souvent d'actes de service, de créativité et de persévérance. Pas des indulgences momentanées, mais comment trouvons-nous notre pourquoi dans un monde qui nous tire dans tant de directions? Viktor Frankl offre un chemin à parcourir dans son travail, la recherche de sens de l'homme. Frankl décrit 3 sources de sens: créer quelque chose de valeur, vivre l'amour et la connexion, et trouver une croissance de la souffrance. Chacune de ces avenues nous oblige à regarder au-delà de nous-mêmes et de nos désirs immédiats, nous invitant à nous engager profondément dans la vie. Commencez par vous poser ces questions: quel héritage dois-je laisser derrière? Comment puis-je utiliser ma force pour contribuer aux autres? Face à la difficulté, comment puis-je le transformer en une opportunité de croissance? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont transformatrices. En cherchant des réponses, vous faites les premiers pas pour vous libérer des chaînes de plaisir et entrer dans une vie de but. Accédons maintenant à la perspicacité la plus importante, la révélation qui relie tout ensemble. La poursuite du plaisir, tout en séduisant, est finalement une distraction de la poursuite plus profonde du sens. Le vrai bonheur, comme le croyait Aristote, vient d'eudaimonia, la vie florissante. Ce n'est pas une vie de plaisir sans fin, mais une vie alignée sur la vertu, la sagesse et l'intentionnalité. Mais pour vivre une telle vie, nous devons développer une discipline. La discipline est la possibilité de choisir des récompenses à long terme plutôt que la gratification à court terme. C'est la force de dire non à ce qui est facile, et oui à ce qui est juste. Comme le dit l'auteur Jocko Willink, la discipline est égale à la liberté. Et l'intentionnalité. Mais pour vivre une telle vie, nous devons développer une discipline. La discipline est la possibilité de choisir des récompenses à long terme plutôt que la gratification à court terme. C'est la force de dire non à ce qui est facile, et oui à ce qui est juste. Comme le dit l'auteur Jocko Willink, la discipline est égale à la liberté. C'est par discipline que nous gagnons en maîtrise sur nos impulsions et commençons à vivre en tant que créateurs de nos destinations plutôt qu'en tant que prisonniers de nos désirs. Pour cultiver la discipline, commencez par construire de petites habitudes cohérentes. Réveillez-vous un peu plus tôt pour méditer ou réfléchir. Réservez du temps chaque jour pour poursuivre un objectif significatif. Limitez votre exposition aux distractions qui drainent votre énergie et votre attention. Ces petits actes de maîtrise de soi peuvent sembler insignifiants, mais ils créent un effet d'entraînement, remodelant progressivement votre vie. Voici une autre pratique puissante: embrasser l'inconfort. La croissance se produit rarement dans les zones de confort. Qu'il s'agisse de repousser vos limites physiques, d'apprendre une nouvelle compétence ou de faire face à une vérité difficile, la volonté de supporter l'inconfort est ce qui sépare ceux qui atteignent la grandeur de ceux qui se contentent de la médiocrité.
Pensez à ceci chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, vous renforcez votre capacité à vivre avec un but. Chaque fois que vous résistez à l'attraction des distractions, vous récupérez un morceau de votre liberté. Ces moments de choix, bien que petits, sont des actes de rébellion contre un monde qui profite de votre complaisance. Comme nous concluons, revenons à l'avertissement d'Aldous Huxley. Il prévoyait un monde où le plaisir serait utilisé comme un outil de contrôle, où les gens échangeraient leur liberté contre le confort et leur potentiel de commodité. Mais il croyait également à la capacité de conscience et de résistance de l'humanité. Vous avez le pouvoir de vous libérer en choisissant un but plutôt que le plaisir, la discipline sur l'indulgence et le sens plutôt que la distraction. Vous pouvez récupérer votre autonomie et vivre une vie de véritable épanouissement. Alors, que allez-vous choisir? Allez-vous continuer à suivre le chemin facile dicté par des désirs éphémères? Ou allez-vous vous élever au-dessus, en train de relever le défi de vivre avec l'intention et le but? Le choix vous appartient. Et rappelez-vous, ce voyage ne consiste pas seulement à améliorer votre vie. Il s'agit d'inspirer les autres à faire de même. Partagez vos pensées, vos difficultés et vos victoires. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la liberté n'est pas un idéal oublié, mais une réalité vécue. C'est votre moment à vous réveiller. Les chaînes sont invisibles, mais elles peuvent être brisées. Le chemin est raide, mais il mène à la grandeur. Choisissez judicieusement et entrez audacieusement la vie que vous étiez censé vivre.